changement, c'est-à-dire que des Parisiens qui sont arrivés en retard sur énormément d'actions, il y en a eu quand même beaucoup trop en seconde période. Et un peu comme le but de Bruyne, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, c'est pas de chance que ça tombe à ce moment-là, mais ça arrive après une période de domination où City n'arrive pas à jouer au hand devant la surface des Parisiens. Nous allons revenir sur le contenu de cette deuxième mi-temps dans le jeu, mais avant ça, Jérôme Rotten, je voulais juste revenir sur enfin, il y a des erreurs qui, à ce niveau-là, sont interdites. Federico disait c'est une grave erreur. Ce mur qui disloque face à Riyad Mahrez à 25 mètres dans l'axe, c'est une faute. Oui, c'est une faute énorme. On parle souvent de plus le niveau augmente et moins on a le droit à l'erreur. T'es qui les couverts il va tout envoyer là. On commande ça ou pas du coup? Non, ce week-end c'est bon. Ok, la meuf, je vois son numéro, du coup, son nom de prénom. Abdoussar, bonsoir. Bonsoir à toi. Déjà pour moi un mur qui saute comme ça, il faut vraiment être bien soudé. Parce qu'on a l'impression que quand les murs sautent, et ben, ça ne peut pas se tourner. Voilà, c'est ça, il ne peut pas se tourner et ils ouvrent la zone. Leifa, comment ça va Leifa? Je pense que ce soir, hein, tu dois être très énervé hein, par la tournure du match. Comment vous interprétez, Jérôme, la faute de Guérégué? Parce que sur le même temps, je pourrais vous dire que c'est une faute au-delà de la faute dans le jeu et la sanction administrative, mais c'est une erreur. C'est une erreur grave à ce niveau. Ah, j'attends que les gars ils montent. Après, on va commencer. Collectif du Paris Saint-Germain, il a efficace, pas du tout les mêmes courses, la même intensité dans les courses. Je trouve qu'ils étaient dépassés et ça montre l'exemple type d'un joueur qui a couru dans le vide une bonne partie de la deuxième mi-temps. Ah Leifa, je te comprends. Hein. Je peux comprendre ta colère, hein, franchement. Deux mi-temps complètement, voilà quoi, différentes. Hein. Ah, j'attends que mes gars ils montent. On va débriefer ça au calme. Tafa, comment ça va? J'ai vu, t'as envoyé une invite, je te fais monter. Oh, toi aussi tu fais la pub maintenant? Hein? J'ai touché le pactole pour ça, mec. Ah, d'accord. Tu me le permets en tant que réalisateur. Il n'y a pas de souci. Ça va sinon? Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. Ta journée, ça a été? Ouais, ça a été, hein, j'ai passé une bonne journée. Hein. Ça va. Oui, parfait. Parfait. Ça a été le match plutôt. Ouais, ça a été, hein, franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Hein. Beaucoup de choses à dire. Il y a eu deux matchs dans le match. C'est ça, exactement. C'est clair. Deux mi-temps complètement différentes. Totalement différentes. Pape Ousmane, comment ça va? Salut, Pape Ousmane. Le Madrilène. On attend Moussa. Moussa, je sais pas si il peut se connecter parce que hier, il s'est connecté avec le compte d'un de ses amis, tu vois. Oui, j'ai vu ça. Le Moussa, il a presque le même problème que moi, mais moi, je suis même mieux loti que lui. Pape Ousmane, je peux pas te communiquer le montant payé par... Ça, c'est secret, ça, Pape Ousmane. C'est secret, Pape Ousmane. On ne peut pas divulguer ça devant autant de monde. Mais bon, je t'enverrai ta part du contrat. Ah, Moussa, il est là. Bon, Moussa, je t'envoie l'invite en direct. Hein. Si j'étais toi, je le laisserais lancer, tout comme moi tout à l'heure. Lancer lui-même la demande. Si ça passe pas, tu lui envoies l'invite. Si ça passe pas, il change de téléphone.
Ouais, je pense que tu as raison. Ouais. Bah, Moussa, essaye de lancer l'invite de ton côté pour voir si ça marche. Mhm. Comme ça, on commence Il direct. t'a parlé du nom de l'invité mancunien là. Non, c'est qui? Oh, Pas Ousmane. quand tu rates ta part, t'inquiète. C'est le gars dont on parlait tout à l'heure dans le groupe que j'avais confondu avec un supporter du PSG. Ouais. Il est toujours le même problème. Ah, Hi, brother Molba. How are you? How is the weather there at Gambia? Salut, Mamoudou Kane. Bro, nu mu demee nag ay Paris, non? Il dit qu'il s'appelle Kane Mamad. ah, Ken Mamad, ok. Kane Mamad, tu vas devoir le chercher s'il était en ligne ou s'il est en ligne. Je l'invite? C'est le gars qu'il veut exactement. Ça aurait dû être notre D'accord, femme. c'est lui l'invité. D'accord. Mais je le vois pas là. Tu envoies à Moussa l'invite. Tu as fait ça? Moussa, ouais, je vais lui envoyer. Mais bon, il dit que ça fait le même problème que d'habitude. Il a vraiment besoin d'une, comment on dit, d'une remise à niveau, mais physique, quoi. On peut pas lui expliquer ça comme ça. En fait, il faut que toi, tu te déplaces à Nice. Ouais, et que tu prennes son téléphone. Tu lui dis, c'est comme ça qu'on fait. Great, Modba. Great. It's been a while. Ok, donc c'est lui que... Non, lui, c'est un ami journaliste gambien. D'accord, ok. Lui, il t'a envoyé le nom du gars, Kane Mamad. Kane Mamad, d'accord, je regarde si je l'ai. C'est ça. Ah bah oui, il vient de me lancer une invitation, je le fais monter. Parfait, fais-le monter. Bon bah c'est bon. Et si Moussa galère toujours autant, je sais pas si Pa Ousmane est dispo pour le temps qu'on commence. Tant que Moussa arrive en 2021. Ou sinon, il va se connecter sur le compte de son pote, comme hier, je sais pas. Exactement. Quoi? On a invité un PC? C'est ça? C'est le fameux Kane Mamad, ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est moi. Vous m'entendez? On t'entend très bien, parfaitement. Ok, Moussa, on t'attend, Moussa, il n'y a pas de souci. Salut les gars. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, on est là. Tranquille. Ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça va. J'adore ton écusson là, l'écusson juste à gauche là de l'écran. Ah oui, Manchester United pour live. Ah là c'est la grande team là, la grande équipe. La grande équipe. Ouais, il fut longtemps. Toujours hein. C'est toujours grand. On va s'offrir une deuxième Europa League cette année. Inquiéter City jusqu'à la fin en PL. Bon, ça va être dur d'aller juste leur foutre le feu aux fesses. Juste pas de plaisir, quoi, tu vois. Mais là, je pense qu'en championnat, tout est joué là. Ouais, ça va être dur d'aller embêter City. De ce week-end, c'est clair, c'est moi. Voilà. En plus, il y a un écart qui est assez énorme. Ouais, si c'était un écart de 3 à 4 points ou voire 5 points, là, on pouvait les embêter encore un petit peu. Il y a quoi? Il y a 10 points, c'est ça? 10 points et puis... Là, il y a 10 points de différence, ouais. 10 poinns, il reste 4 matchs, c'est ça? Il reste 4 matchs, c'est ça. Tout à fait. C'est quasiment plié. C'est quasiment plié. Non, là, je pense que c'est plié. Là, c'est plié. On n'a qu'à essayer de prendre l'Europa League, c'est tout. Il reste 5 matchs. 5 matchs. Bon, ça veut dire 2 victoires de City, c'est fini. Hein. Exact. Non, mais je pense que City, pour le championnat, c'est plié, c'est dans la poche. Ils ont qu'à se concentrer sur l'Europa League, c'est tout. Même là, ils peuvent se permettre de faire un ou deux faux pas, mais Manchester va jamais arriver
C'est ça. voilà, les Et rattraper. côté calendrier, City n'a que Chelsea à recevoir en plus. Mhm. Ouais, donc, Voilà. voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir deux City Chelsea en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Oui. Voilà, Moussa est là avec Aliou Pouy M19. Ouais, ça y est, je l'envoie l'invitation. Voilà. Voilà, c'est fait, Mais, Moussa. Vraiment, mais ces derniers temps, je vous ai suivi, mais apparemment, les gens, ils avaient du mal à se connecter et moi, je me suis connecté sans souci. Ouais, Comment ça se fait? c'est trop Ah ça. ouais. Parce que ton téléphone, t'as un téléphone dernier cri, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, parce que moi, j'ai envoyé une invitation et ça a été accepté. Je sais pas si les autres, ils font pareil ou pas. Mais, Si, le Tafa, il est monté directement aussi. Hein. ah oui. Tu sais quoi? Ce matin, je me suis réveillé, j'ai supprimé l'application Instagram et j'ai réinstallé l'application. Tu sais, Enzo, ce qu'il aurait dû faire, Moussa, c'est pas supprimer l'application, mais supprimer le téléphone. Sinon, je te prends ton téléphone. Pardon? Sinon, je te prends ton téléphone. Hein? Je m'apprête même à aller au niveau supérieur parce que moi-même, j'ai galère. Non, mais après, il faut prendre un téléphone dont la batterie ne lâche pas trop vite parce qu'apparemment, il y en a. Ouais. Leur téléphone, leur batterie, voilà. À propos de batterie, je vous en prie, commençons parce que je pense que j'en ai pour max 45 minutes. Ah, voilà. Donc, on va commencer. Ouais, on va commencer. Donc, le Paris Saint-Germain, après s'être payé le scalp du Barça et du Bayern Munich, s'est effondré en deuxième mi-temps et s'est incliné sur le score de 2-1. Comment expliquez-vous cette chute du PSG? Parce qu'ils ont fait une très bonne première période, mais en deuxième mi-temps, on ne les a pas reconnus du tout. Non. Ça va. Non, on laisse l'honneur à... Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense que comme l'a dit Moussa, sur ce match, le PSG a montré deux visages. Une première période vraiment réussie avec un schéma tactique qui a été appliqué à la lettre, une bonne organisation avec un très bon pressing et aussi avec beaucoup de réussite sur ce coup de pied arrêté, voilà, qui leur a permis de prendre l'avantage dès la 15e minute. Ils ont su gérer toute cette première période sans être vraiment inquiétés. Mais je pense qu'en deuxième période, City a dû rectifier un petit peu ce qu'ils n'ont pas su faire en première période, à savoir un pressing assez haut qu'on n'a pas vu en première période, avec aussi beaucoup plus d'agressivité. Un jeu leur jeu qu'on n'avait pas vu en première période, je pense qu'on l'a vu en seconde période. Donc, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité, avec un PSG qui a su reculer et qui n'a pas su reproduire la première période qu'ils ont faite. Donc, je pense que c'est ce qui a expliqué les deux visages qu'on a vus de ce PSG. Une première période qui a été complètement maîtrisée, avec un City inexistant, et une seconde période où ils ont trop reculé et à force, ils ont fini par prendre l'eau. Donc, je pense que c'est les deux visages du PSG qu'on a vu ce soir. Après, au fil de la discussion, on pourra beaucoup plus entrer dans les détails. Tafa, comment expliques-tu ce visage si inquiétant du PSG? Est-ce dû à une usure physique ou mentale? Ni l'un ni l'autre. Je pense pas que ce soit une usure physique ou mentale. C'est plus Man City qui a fait des réajustements. Parce que Man City, vraiment, en première période, n'y était pas. Il y avait beaucoup trop de crainte de la part de Guardiola lui-même. Par rapport aux intentions d'abord, par rapport à l'adversaire, à la profondeur que pouvait offrir le PSG. En réalité, ce match-là, vraiment, c'est la victoire du collectif face à la victoire d'un vrai potentiel, mais d'individualité. Paris, c'est vraiment pas un collectif. On a souvent loué le PSG, le jeu léché. Cette saison, on ne peut pas en parler, clairement.
c'est très dépendant de Mbappé. Pour faire simple, hein, c'est trop dépendant de Mbappé. Ils n'ont juste besoin que Mbappé s'aligne entre deux défenseurs centraux adverses et fasse un appel en profondeur. Si la passe, soit Ander Herrera, soit Marco Verratti ou Paredes, le lance en profondeur, il finit par faire mal à n'importe quelle défense, y compris celle de Man City. Cela dit, la prise d'avantage dès le premier quart d'heure sur un coup de pied arrêté du PSG a un petit peu poussé le PSG à être plus calculateur en seconde période. Ils se sont certainement dit qu'un but à 0, c'est parfait, on n'encaisse pas de but à domicile. En fait, ces derniers temps, le PSG aime se comporter comme une grande équipe qui connaît un petit peu les rouages de cette compétition-là, la Ligue des Champions. Et ils se sont fait prendre, vraiment. Parce que l'égalisation de Man City aussi, on peut dire qu'elle est tout aussi heureuse que l'ouverture du score parisienne. Sur ce centre enveloppé de Kevin De Bruyne, où Keylor Navas est vraiment plus dans l'hésitation qu'autre chose. Par rapport au duel qu'offrait le joueur de Man City, je pense que c'était plus Rodri ou Ruben Dias. En fait, c'est plus des péripéties qui ont permis à Man City aussi de revenir au score. Par contre, ils ont vraiment acculé le PSG après l'égalisation. Et puis, ce coup franc, vraiment, c'est une faute grave quand même que le mur se fissure sur ce coup franc de Riyad Mahrez. C'était encore une fois Paredes, je pense, et Kimpembe qui ont ouvert le mur. C'est juste impardonnable, en fait. Parce que je ne pense pas que des joueurs professionnels qui ont autant d'expérience peuvent se dire la balle va me faire mal pour complètement ouvrir ce mur-là, quoi. C'est vraiment une faute grave. Et derrière, Man City a vraiment été dans la gestion. On peut le dire. En seconde période, moi, je n'ai pas vu Kylian Mbappé avec un ballon. Il y a Ruben Dias qui a complètement contrôlé. Dans la première période, il n'a pas été bon. Carrément. Le PSG a été bon en première période, mais exactement. Mbappé était inexistant. Non, mais je pense que Mbappé, on l'a vu en seconde période que sur l'action où il fait le centre à Verratti, un centre, disons, un peu fort, que Verratti n'a pas... En début de seconde période, en plus. Ouais, voilà. Je pense que c'est la seule action, qu'il a faite en seconde période, mais même sur l'ensemble du match, je pense qu'on ne l'a pas trop vu. Effectivement. On a vu un City quasi inexistant en première période. On a vu un très bon PSG. Et en deuxième mi-temps, le PSG s'est effondré. On va dire les choses telles qu'elles sont. Comment expliques-tu cette situation? J'expliquerai cette situation déjà par un réajustement tactique de Guardiola. Parce que Guardiola, je pense qu'il a vu les failles de son équipe en première mi-temps. Il a réajusté en seconde mi-temps. Et je pense aussi que le PSG, physiquement, ils ont quand même un peu... ils ont été acculés un peu physiquement. Je pense qu'ils ont eu un contre-coup parce que la dépense d'énergie qu'ils ont eu en première mi-temps, elle était incroyable. Ils étaient sur tous les ballons, ils étaient partout, ils pressaient sans cesse, ils harcelaient les milieux de City dans le camp de City. Et quand on presse comme ça pendant une mi-temps, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on arrive il y a un temps faible. Il y a un temps faible en fait. Pour eux, le temps faible a duré toute la deuxième période. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que une fois qu'ils ont été acculés, ils ont plus réussi à ressortir de ballons propres. Ils étaient acculés vraiment dans leur camp. Et City a pu développer son jeu léché qu'on connaît d'habitude de cette équipe. Donc je pense que c'est ça qui a fait que le PSG n'a pas réussi à se relever. Et d'ailleurs, ils ont fini la rencontre à 10. Donc voilà, tout ça explique vraiment la contre-performance aujourd'hui du PSG ce soir. Est-ce que Mauricio Pochettino n'est pas coupable? Parce que, comme vous l'avez souligné tous, en seconde mi-temps, on a vu Guardiola apporter quelques modifications, surtout après l'entrée de Zinchenko à la place du latéral portugais Cancelo. Ça a permis à Foden d'être plus dans l'intérieur et surtout, ça a permis
De Bruyne d'être dans le cœur du jeu, de participer aux actions, à la construction. Est-ce que La baguette. Ludo n'était pas un peu endormi sur son banc? Je pense que Pochettino, il aurait pu faire un changement parce qu'on a vu qu'au milieu de terrain, il s'était complètement dépassé. D'ailleurs, on a vu quand Gay a été expulsé, il a fait rentrer Herrera, ça allait un tout petit peu mieux. Donc, je pense qu'il aurait dû apporter du sang neuf. J'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit, j'ai pas trop retenu le nom. Pas Elzo, mais Tafa. Oui, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il a dit dans un premier temps, à savoir que le PSG, à force de reculer en seconde période, après, à un moment donné, je pense qu'ils étaient un peu fatigués, ils étaient un peu cuits physiquement, ils avaient beaucoup de mal. Et surtout au milieu de terrain, parce que si vous regardez le milieu de terrain du PSG, c'est Paredes, Gueye et Verratti. Verratti, il revient de blessure, il a fait 45 bonnes minutes, mais je pense qu'en seconde période, il a complètement plongé et c'est ce qui a fait que voilà, le milieu de terrain du PSG a complètement pris l'eau. Et si vous regardez le changement que Guardiola a effectué, il a sorti son arrière gauche pour mettre un autre arrière gauche et ça a permis à Foden de rentrer au milieu de terrain. C'est ce qui fait qu'ils avaient une supériorité numérique voilà, qui était quasiment visible. Voilà. Et là où a pêché, à mon avis, le coach du PSG, Pochettino, c'est qu'à ce moment, il devait sortir Verratti, apporter du sang neuf, quelqu'un qui serait capable de faire des courses, de courir et de savoir aussi tenir le ballon. Et comme ils n'ont pas su faire ça en seconde période, et je pense qu'ils se sont complètement liquéfiés, et ce qui a fait que, à force de reculer, physiquement après, voilà, ils avaient du mal. Et City, ils ont pu mettre en place leur jeu. Et nous tous, on le voyait venir en fait ce but, parce qu'on se disait qu'à quel moment ça allait tomber. Mais on était sûr et certain qu'à un moment donné, ils allaient lâcher, ils allaient prendre ce but. Donc, quand votre milieu de terrain qui a été efficace en première période lâche, à savoir Verratti qui n'a pas su tenir son rôle, et je pense que ça se paye cash. Et là, on parle de City, je pense que c'est le très haut niveau. Et quand vous laissez De Bruyne prendre son aise, je pense que là, vous allez mordre les doigts et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça que, comme tu disais, je pense que il aurait dû faire rentrer Herrera beaucoup plus tôt dans le match. Et même, il pouvait même faire rentrer aussi Draxler. Draxler aussi, oui, parce que Draxler, voilà. Parce que si vous regardez les précédents matchs, la position qu'a occupé Verratti, c'est Draxler qui a occupé cette position. Et lui, voilà, il est capable de tenir le ballon. Il est aussi capable de faire, je pense, à mon avis, plus de courses que Verratti. Je pense que c'est ce changement qu'il devait faire et voir ce que ça allait donner. Et malheureusement, ce changement, on l'a pas vu. Et c'est ce qui a fait que le PSG a continué à subir. Et au final, voilà, ils ont pris ce but qu'il ne fallait pas prendre. Moi, je pense qu'il y a vraiment un concours de circonstances, hein, parce que moi, ce que City a joué, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs, mais moi, jouer franchement sans attaquant, moi, je trouve ça un peu dommage, parce que qui va fixer les centraux? À chaque fois qu'il y a des centres, tu sens qu'il manque cette présence axiale. Là, Guardiola, il peut jubiler parce qu'il a gagné 2-1, mais franchement, il y a juste un concours de circonstances. Le premier but, c'est juste un coup de chance. Le deuxième but, jamais le PSG ne va prendre ce but-là. Le mur, il ne va pas se disloquer. Ça, c'est. Absolument d'accord avec toi. C'est bien ce que je disais, en fait. Que, franchement, la bascule s'est vraiment faite sur cette égalisation-là. Parce que, exactement comme tu dis, moi, je pense que le dispositif tactique mis par Guardiola, même les réajustements dont on parle là, vraiment, s'il n'y avait pas eu ce coup de chance là sur ce but, c'est vraiment des centres vicieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez
Wayne Rooney était vraiment adepte de ce genre de centre-là. Lui, il le faisait souvent sur coup franc. Des centres pour un duel aérien qui quand personne ne le touche, finit. Juste après le rebond, la balle accélère en fait. Tout à fait. Donc c'est ça. En fait. C'est difficile hein, de se dire que tu joues contre une grande équipe comme Man City et tu prends une égalisation, tu prends un but sur ce genre de... En fait, il n'y a pas vraiment eu de vrai travail de sap de cette équipe de City pour mériter cette égalisation en fait. C'est cela. C'est ça où le PSG peut se dire oh merde, on n'a vraiment pas eu de bol d'encaisser ce but-là. Et puis ça a changé la physionomie du match. Et certainement aussi de voir Kevin De Bruyne être plus centré parce que moi je pense que quand tu prends un Kevin De Bruyne avec sa grande créativité, tu le mets pas au milieu de terrain à la baguette, à la passe, tu le mets en finisseur, tu perds en qualité. Tu perds clairement en qualité. À un moment donné, on a vu vraiment des joueurs comme Riyad Mahrez prendre vraiment l'intérieur. Phil Foden aussi parfois remplacer Kevin De Bruyne plus en pointe, même si c'est vraiment pas des joueurs de pointe. Hein. Ils viennent juste pour faire pour faire mine d'être là, pour gêner la tranquillité de Marquinhos et Kimpembe. Je ne trouve pas que ce que Guardiola a mis en place a vraiment déstabilisé ce PSG-là. C'est vraiment, comme Moussa le dit, des concours de circonstances qui ont ramené Man City, mais après l'égalisation, disons que ça a un petit peu forcé le PSG à se dénaturer. Mais tout cela, c'est parti quand même du fait que le PSG n'a pas de collectif. Le PSG n'a clairement pas de collectif. Ils ont de très bonnes individualités. Parce que même en championnat, on l'a vu ce week-end avec Metz. Même face à Metz, quand ils ont ouvert le score, après, ils ont perdu la possession du ballon. On a vu des joueurs comme Habib Maïga, comme Pape Matar Sarr faire la loi au milieu de terrain. Le PSG aujourd'hui ne veut plus forcément contrôler le jeu. Et face à Man City, ça peut poser problème en fait. Donc, moi, je trouve que même la présence de Verratti, c'est tout de suite qu'on peut dire que peut-être on aurait dû sortir Verratti, mais je pense pas qu'on pouvait se rendre compte qu'il avait plongé physiquement, même si leur première période a vraiment demandé beaucoup de débauche d'énergie. Mais je trouve que Pep Guardiola est son obsession à ne pas jouer avec une pointe. Aujourd'hui, c'est passé. Là, on aurait pu avoir une toute autre lecture sans ce but heureux de l'égalisation. Le match aurait vraiment pu se terminer à 1-0 pour PSG. On n'aurait rien eu à dire que, franchement, Guardiola, cet entêtement à ne pas jouer avec un avant-centre de métier, alors qu'il en a deux sur le banc, deux plutôt performants d'ailleurs, s'entêter à mettre Kevin De Bruyne ou Phil Foden ou même Bernardo Silva en pointe quand même. Bon, c'est passé. On n'aura pas raison de dire il s'entête, parce que c'est passé. Et c'est passé en demi-finale. Allez, pour la première fois, Guardiola est tout prêt quand même de franchir lui aussi son plafond de verre, hein, parce que à part au Barça, il n'a jamais été à ce niveau-là, quoi, tout près de rejoindre les finales de Champions. Il a été avec le Bayern en demi-finale. Tafa, je suis pas trop d'accord avec toi en fait. Vas-y. Non, mais parce que si on regarde encore le match, bah, on se rend compte que le PSG en première période, ils ont sorti le jeu qu'il fallait. Et c'est parce que quand le fait qu'ils aient réussi leur première période en quelque partie, c'est dû à City qui n'a pas été trop tranchant. On a senti un City assez timide, qui a un petit peu attendu, je pense, le PSG. Et si on regarde les deux situations que City s'est créées en première période, c'est dû à des mauvaises relances du PSG. Une avec Navas et l'autre voilà, qui a terminé par une frappe de Phil Foden. C'est-à-dire à chaque fois que City a dû presser haut, le PSG s'est retrouvé en situation un petit peu... Difficulté. Voilà, en difficulté en fait. Donc, à mon avis,
en seconde période, Guardiola a dû rectifier en se disant que là, ils ont pris le premier but. Donc, il n'y a plus de calcul. Il faut qu'il aille chercher, eux, à leur tour aussi, un but. Il faut qu'il aille marquer s'ils veulent avoir une chance de passer pour le match retour. Et à mon avis, c'est ce qu'il a dû faire. Et en seconde période, on a vu un City beaucoup plus agressif, un City beaucoup plus haut, un City avec beaucoup plus de maîtrise. Et c'est ce qui a fait que, à la longue, le PSG avait du mal. Si vous regardez en première période, le PSG a dû faire quelques sorties de balles, mais en seconde période, toutes les sorties de balles se sont terminées par des dégagements. Donc, il y avait à chaque fois Navas qui était pressé, les deux centraux, ils étaient pressés, et à la finale, voilà, ils finissaient par jeter le ballon, City récupérait, et après, ils posaient le jeu. Donc, je pense que c'est ce qui a fait un petit peu, à mon avis, la différence. City qui a joué beaucoup plus haut, beaucoup plus agressif, et qui a su prendre le jeu à leur compte. Et après, comme vous le savez, City, ils ont des joueurs de qualité. Voilà, plus ils ont le ballon dans leurs pieds, plus ils ont des chances de se créer des occasions. Et comme je l'ai dit, je reviens là-dessus. On sentait que ce but allait arriver. On le sentait parce que le PSG subissait. Et après, à un moment donné, vous vous dites forcément ça va arriver. Après, sur la façon dont c'est arrivé, on va dire qu'il y a un manque de bol côté PSG avec beaucoup de chance côté City. Mais je pense que ça, ils l'ont cherché. Ils ont poussé le PSG à bout. Et au final, le PSG a fini par craquer. Ils ont pris ce but. Et quand vous prenez ce but, après, il y a un doute qui s'installe. Il y a un doute qui s'installe. Il y a l'usure qui avait déjà commencé à prendre forme. Il y avait des joueurs aussi du PSG qui commençaient à s'énerver parce qu'à chaque fois, ils se faisaient prendre à 2, à 3, du coup, ils perdaient le ballon. On l'a vu avec Neymar qui s'est énervé, qui a pris un jaune. Et après aussi, Gana Gueye qui a complètement craqué avec, disons, sa faute assez stupide à mon avis. Et au final, voilà, l'équipe s'est complètement disloquée et City a fini par prendre l'avantage. Mais je reviens là-dessus. Ce recul du PSG est dû à ce pressing haut de City qui les a poussés. Et le PSG n'a pas su reproduire ce qu'ils avaient fait en première période. Et je pense que c'est là où ça s'est joué. Voilà. Donc, je suis complètement pas d'accord avec ce que tu dis, même si... Excusez-moi d'insister là. Apparemment, il y a deux Red Devils qui ne sont pas d'accord. En fait, je suis d'accord sur le fait que Man City a fait des réajustements et peut-être que ça a poussé le PSG à reculer, à être moins confortable dans leur sortie de balle. Mais en ce qui concerne PSG a été mis en difficulté par ces réajustements. Moi, je pense que sans ce but heureux, sans cette égalisation franchement venue d'ailleurs, Man City n'a pas fait ce qu'il fallait. En fait, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'a pas vu d'action typique de Man City, des dédoublements, des renversements de jeu vers, par exemple, à droite, Kyle Walker, qui remet plein axe et on a de la présence de Man City dans l'axe du PSG, ou alors des renversements vers Zinchenko ou Joao Cancelo à gauche pour des remises. En fait, le jeu de Man City, où Man City s'offre énormément de buts en Premier League ou même dans cette Champions League-là, on ne l'a pas forcément vu. Je me dis que sans cette égalisation heureuse, ce centre, entre guillemets, en cordeau, mal lu ou mal apprécié par Keylor Navas, Man City se serait heurté au bloc parisien malgré les difficultés dans les sorties de balles. Mais en ce qui concerne vraiment la création d'opportunités, Man City n'a pas forcément eu l'espace qu'il fallait. Je me dis que Kimpembe, Marquinhos, même Mitchell Baker et Florenzi auraient très bien géré la dernière demi-heure parce que l'égalisation est venue, je pense, à l'heure de jeu. Ouais, 64e. À la 60e, voilà. 64e. Et aussi le fait que vraiment Paris n'a pas assez inquiété, même si on peut le mettre sous le coup de cette belle débauche d'énergie de 45 premières minutes. Mais vraiment, si Mbappé avait vraiment inquiété la défense parisienne, la défense de Man City, leur dire que oui, attaquez, allez-y. Mais à chaque fois, moi, je prends la profondeur et j'ai des passeurs. En fait, sur juste un coup de patte, je peux vous faire mal. Et on n'a pas vu ça.
ce qui permet au bloc de Man City d'être serein. Et avec un Ederson en plus, qui sait lire la profondeur. On l'a vu sur une action, je pense, sur une passe en profondeur vers Mbappé, où Mbappé a échappé à la vigilance des défenseurs de Man City, où Ederson est sorti. En fait, c'est plus cela, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on est d'accord. Avec une petite nuance. Non, mais on est complémentaires alors. Voilà. Non, On doit être complémentaires. Après, moi aussi, je voudrais ajouter un petit truc. C'est que c'est vrai, le but de Man City, le premier but de De Bruyne, il est chanceux. Mais moi, quand j'ai vu la deuxième mi-temps, je savais qu'à un moment ou à un autre, je sais pas comment, mais à un moment ou à un autre, je sentais que City allait marquer quand même. Donc, même si c'était pas sur ce but chanceux qu'ils ont mis, pour moi, ils allaient marquer au bout d'un moment, hein, parce que le PSG ne ressortait plus le ballon. Ils étaient acculés dans leur camp. Donc, je pense pas que ce soit des circonstances heureuses. Je pense que Man City a dominé cette deuxième mi-temps et que les buts qu'ils ont mis, bah, ils les auraient mis sans doute, hein, si c'était pas un but heureux. Non, moi, juste une petite précision. Vous allez dire que je suis un peu compliqué, mais moi, il y a des termes, quand je les entends, je suis pas trop d'accord quand Elzo, il dit que Manchester City, ils ont été chanceux sur le but. Non, j'ai pas dit ça. Non, je pense que, comme on dit, la chance, ça se provoque. Ouais. Parce que le centre de Bruyne, il était destiné à un de ses partenaires. Je pense que s'il y a un de ses partenaires qui coupe le ballon, il y avait de fortes chances que ça finisse dans les buts. Et comme le centre n'a pas été coupé, donc Navas, il ne savait pas au fait comment réagir par rapport à ce centre. Donc je pense que ça a été un centre, très vicieux. Et face à des situations comme ça, que ce soit le joueur de City ou le joueur de PSG, peu importe celui qui touche le ballon, il y a de fortes chances que ce ballon il finisse dans les buts. Et comme ce ballon n'a pas été touché, donc Navas il n'a pas su lire la trajectoire du ballon. Et comme aussi il y a le rebond qui a joué, et le ballon a fini dans les buts. Donc le terme de chance, moi je suis pas trop d'accord sur ce terme. Je pense que voilà, City a joué. J'ai dit voilà. Donc je suis pas. Si on se met à utiliser ces termes, on peut dire aussi que le but du PSG a été chanceux parce que voilà, il y a eu un coup de tête. Si Gundogan n'avait pas lâché son marquage, je pense que Marquinhos il aurait du mal à mettre son coup de tête. Donc je pense qu'il n'y a pas de chance au fait. Voilà. La chance a été provoquée et ça finit par un but. Et je pense qu'il l'a utilisé, Moussa. Il l'a utilisé quand il parlait du but du PSG. Il a dit que c'était un but de chance du PSG. Ah, c'est un lapsus de ma part. C'est un lapsus de ma part. Il y a Lenzo qui me dit ce genre de centre, ni trop profond, ni trop court, et difficile à lire pour un gardien. Là, c'est sûr, c'est. Il s'attendait à ce qu'on touche le ballon. Finalement, personne n'a touché le ballon et ça l'a surpris au dernier moment. C'est vrai. Moi, le PSG, pour moi, dans le domaine où il doit progresser, c'est que le PSG, même on l'a vu contre le Barça, c'est à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe qui presse haut, ils ont du mal. Ils ont du mal. Et aujourd'hui, moi, j'avais l'impression que le PSG, pour qu'il fasse mal, c'est juste au niveau des contres, en fait. Sans ça, le PSG n'avait pratiquement pas de possibilité de faire mal à City. Bah, tu sais, Moussa, moi, avant que le match commence, moi, je pensais que le PSG allait rester derrière et que City allait avoir la main mise sur le match. Mais j'ai été étonné de la première mi-temps du PSG. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait courir City tout le long de la première mi-temps. Et on sait que City, c'est une équipe qui n'aime pas courir derrière le ballon parce que c'est une équipe qui a toujours la balle. Donc, à partir du moment où le PSG a joué comme ça, j'ai dit, ils sont dans le vrai. Mais après, ils n'ont pas réussi à faire durer ça pendant 90 minutes. Mais sinon, leur tactique de départ, elle était bonne. Hein. Oui, elle était bonne parce qu'on l'a vu en première période. City était vraiment lent, inexistant. Moi, j'ai pas reconnu City. Hein. Moi non plus, j'ai pas reconnu. En plus, il y avait des déchets techniques. Il y avait, il manquait beaucoup de choses pour City dans cette première mi-temps. Vraiment. Bah, je pense que City, en première période, ils ont complètement raté leur match. Je pense qu'ils ont joué qu'une période, en fait, parce qu'en première période, ils ont, à mon avis, beaucoup
beaucoup laissé le PSG jouer, beaucoup laissé le PSG avoir le ballon. Je pense qu'ils ont beaucoup plus regardé le PSG jouer. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont complètement passés à côté de leur match. Et en seconde période, je pense que voilà, ils ont dû revenir à ce qu'ils savent faire le mieux, à savoir presser l'adversaire, peu importe où le ballon se trouve. Voilà, remonter le bloc plus haut et pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. Je pense qu'ils l'ont pas fait en première période. Ils ont beaucoup laissé le PSG jouer. Et en seconde période, ils se sont rectifiés. Et voilà, c'est ce qui a fait que aussi ils ont dû avoir la mainmise sur le ballon en seconde période. Et après, ça s'est concrétisé voilà, par cette domination qu'on a vue. Mais pour revenir à ta question, Moussa, je pense que le PSG, comme l'a dit Tafa, c'est une équipe qui repose en grande partie sur ses individualités, au fait. Donc, on l'a vu avec Thomas Tuchel, on l'a vu aussi avec Pochettino. Le but, c'est quoi? Prendre le ballon, donner ça à Neymar et à Mbappé. Et voilà, les laisser se débrouiller, les laisser créer des espaces, voilà, éliminer leurs adversaires. Et voilà, essayer de marquer ce but. Mais quant à voilà, avoir un schéma de jeu où les sorties sont bien travaillées, où les sorties de balles sont bien maîtrisées, je pense qu'ils ont beaucoup de mal avec ça. En Ligue 1, ça peut passer parce que voilà, les adversaires qu'ils rencontrent, bon, sans être trop méchants avec ces équipes, je pense que voilà. Et même en Ligue 1, d'ailleurs, tu vois les buts qu'ils mettent, un long ballon de Herrera pour Mbappé qui part dans le dos de John Boy de la défense. Et de Titi Kouyaté, frappe ou Kidja est battu. Les deux buts de Mbappé, c'est face au FC Metz, par exemple. C'est toujours la même chose. Hein. C'est sur les mêmes bases qu'il joue en Ligue des Champions aussi. Et on peut y rajouter le fait qu'il marque aussi beaucoup de la tête sur coup de pied arrêté aussi. Donc, c'est vraiment pas du... Ouais, c'est une arme, les coups de pied arrêtés. Hein. Exactement. Marquinhos, je pense que dans cette compétition, c'est l'équipe qui marque le plus. Elle fait partie des équipes qui marquent le plus sur coup de pied arrêté. Effectivement. La dernière fois qu'on peut dire que le PSG a eu un jeu léché très cohérent avec des sorties de balles très cohérentes. Je pense que la dernière fois, c'était avec Unai Emery. Même si c'est plus sous Laurent Blanc qu'on a vu un PSG séduisant qui gagnait avec la manière. C'était d'une telle cohérence et c'était très beau à voir. Mais même avec Emery, il y avait beaucoup plus de tactique que d'esthétique. Mais avec Tuchel aussi, c'est plus sur le pressing qu'il mettait. Malheureusement, il n'a pas réussi cela parce que tout simplement, il n'a pas les joueurs pour ça. Et les joueurs sur les côtés ne font pas les efforts par rapport à ce qu'il est en train de réussir avec Chelsea. Chelsea est une moins bonne équipe individuellement que le PSG, mais les joueurs de Chelsea adhèrent à ce que Thomas Tuchel demande. C'est ça, ils sont généreux dans l'effort. Par contre, au PSG, on a des joueurs qui, quand ils n'ont pas le ballon, le match s'arrête, quoi. Rarement, c'est vrai que ces derniers temps, on peut voir Kylian Mbappé faire des efforts en repli. Mais c'est très, disons, c'est par parcimonie, quoi. J'ai vu une stat. Contre le Barça, à domicile, le PSG a fait match nul. Contre le Bayern, ils ont perdu. Et aujourd'hui, contre City, ils ont encore perdu. Est-ce que c'est pas un problème? Et ils ont perdu contre de ne pas pouvoir gagner. Oui. Est-ce que c'est pas un problème? C'est 3 défaites en 6 matchs à domicile. Est-ce que ça, c'est pas un vrai problème pour le PSG? Moussa, même en championnat, le PSG a perdu quoi à domicile. Je pense que quasiment toutes leurs défaites, c'est plus... 4 ou 5 fois, il me semble. En réalité, ils ont perdu 4 ou 5 matchs, ouais. Monaco, Marseille, Lille. Ouais. Même de petites équipes ont gagné là-bas. Nantes a gagné. Lorient. Ah oui, Lens, oui. C'est ça. Nantes aussi. Oui, aussi. Avec le gars. En réalité, c'était, je pense, leur 8e défaite à domicile cette saison. Toute compétition confondue. En fait, ça veut tout dire. Mais bon, c'est globalement le football d'aujourd'hui avec l'absence des supporters qui peut aussi expliquer cela, même si il faut aussi le mettre, Moussa, sur le compte du fait que s'ils font la différence à l'extérieur,
à domicile, en fait, ils sont plus dans la gestion. Ils peuvent se dire, on a gagné 4-1 au Camp Nou, on peut gérer. Donc, ils peuvent se permettre ce match nul-là. On a gagné 3-2 à l'Arena du Bayern. On peut se permettre de perdre 1-0. En fait, je pense que c'est plus cela aussi. C'est pas forcément une question. Par contre, pour aujourd'hui, ils n'avaient pas de résultat précédent face à Man City. Ouais. Exactement. Donc là, c'est plus problématique. Là, vraiment, en réalité, on peut aussi dire que c'est la même chose. Parce que s'ils considèrent que la première mi-temps, c'est un autre match, ils ont gagné, ils vont gérer la deuxième période et ils le perdent au final. C'est ce qu'on disait, hein. On a vu deux paris, deux PSG dans un seul match, mais aussi on a vu deux Man City dans un seul match. Et ça, Kane Mohamed le disait tout à l'heure. Tout à fait. Bah, moi, Moussa, je dirais que c'est problématique quand tu reçois au premier match. Parce qu'ils reçoivent au match aller et on sait que souvent, quand on arrive dans cette certaine, dans ce niveau de compétition, il faut gagner le match aller à domicile pour préserver ses chances au retour. Là, ils n'ont pas su gagner au match aller chez eux, donc c'est problématique parce que même s'ils gagnent à l'extérieur, mais souvent les configurations font qu'ils reçoivent au retour. Donc c'est pas pareil. Là, ils ont reçu à l'aller, ils vont aller se déplacer au retour. Et c'est problématique. Peut-être que faut gagner. C'est pas plus mal pour le PSG. Hein. Bah, après, ça dépend. Pour une équipe qui a souvent du mal à gérer des avantages, cette fois-ci, en fait, dans les intentions, vraiment, ils vont être dans une toute autre posture. Allez chercher Man City. Oui, on sait que là, ils n'auront pas le choix. S'ils veulent aller chercher la qualification, ils devront attaquer. Ils devront attaquer coûte que coûte. On sait que cette année, ils sont allés gagner à Old Trafford. Ils sont allés gagner au Camp Nou. Ils sont allés gagner à l'Allianz Arena. Ils peuvent aller gagner à Man City aussi. Hein. Mais... Non, mais je pense que le PSG est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Quand elle joue à l'extérieur, on sent que l'équipe est beaucoup plus libérée, les joueurs sont beaucoup plus libérés, ils prennent beaucoup plus leurs responsabilités. On a l'impression qu'ils s'épanouissent mieux à l'extérieur qu'à domicile. Bon, on ne sait pas si c'est mental, si c'est psychologique ou quoi que ce soit. Même si dans ce contexte actuel, match à domicile à l'extérieur, bon, on peut se poser des questions à savoir si, voilà, vu qu'il n'y a pas de supporters, si ça peut impacter sur un match. Quand on voit ton équipe, comment il performe à l'extérieur, voilà. Man United, je pense que vous êtes sur 23. Voilà. 23. Voilà. Et si on regarde les deux matchs du PSG contre le Barça et contre le Bayern, ils sont gagnés, ils sont partis s'imposer à l'extérieur. Donc bon, si on suit cette logique, on peut dire que par rapport à City au match retour, bah on peut aussi continuer à garder espoir en se disant que c'est pas encore fini. Mais voilà, face à ce City aussi, je pense que ça va pas être facile. Voilà. Là, ça va pas être simple, mais je rejoins Moussa ce qu'il dit. Hein. Il faut qu'il y ait un numéro 9 à City. Jouer sur 9, là, ça n'aide pas City. Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je suis. Tu veux continuer avec le même système? Ah, mais le système porte ses fruits. C'est pas juste pendant ce match qu'il a joué sans numéro 9. Il l'a joué pendant très longtemps. Ça le réussit. Ça a réussi à Guardiola plutôt. Et je pense que voilà, ça le conforte dans son idée, à vouloir continuer à jouer ainsi. Et si vous regardez le match de ce soir, c'est à peu près un match copie conforme par rapport au match contre Dortmund à domicile. City, ils ont encaissé le premier but, mais on savait tous qu'ils allaient revenir. Et au final, ils se sont imposés par 2-1. Donc, je pense que c'est à peu près le même scénario. Là, ils ont pris le premier but. Et forcément, quand ils prennent le premier but, ils sont obligés d'aller chercher le but égalisateur et après d'assommer l'adversaire. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que Guardiola peut continuer à jouer sans numéro 9, vu que c'est un système qui lui va bien. Voilà. Après, c'est dommage pour les attaquants qui restent sur le banc.
Et ce qui est fort avec cette équipe de Guardiola, vous vous dites, vous regardez les joueurs qui sont sur le banc, mais vous vous dites, bah, il a de quoi faire, en fait. À tout moment, il peut retourner son équipe, il peut changer son schéma tactique, et à tout moment, il peut perturber son adversaire. Voilà. Donc, moi, je vois qu'il n'y a pas de raison qu'il change son système. Après, Guardiola, on l'a vu les années précédentes. À chaque fois qu'il a voulu changer son système, je pense qu'il est tombé après, il finit par tomber dans son propre piège à lui. Voilà. À force de vouloir trop réfléchir, à force de vouloir surprendre son adversaire, voilà, il finit par se tirer une balle dans le pied. Et comme c'est un système qu'il réussit, voilà, jusqu'à maintenant, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il continue ainsi. Il essaie de tenter des trucs qui n'avaient pas réussi. Par le passé, ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il a échappé belle. Hein. Non, mais moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que City, c'est une équipe qui est sûre de ses forces. Guardiola, il maîtrise son équipe. Il maîtrise son équipe à la perfection. Et sur sa ligne d'attaque, il peut faire évoluer ses joueurs comme il a envie, comme il veut. Et ça, je pense que ça peut perturber n'importe quelle équipe, n'importe quel adversaire. Et là, ce système, ça fait, je sais pas combien de matchs il joue avec. Il a été invincible pendant plus d'une vingtaine de matchs avec ce système. Donc moi, je vois pas pourquoi il devrait changer de système. Voilà. Après, il a des joueurs qui lui permettent de jouer avec ce système. Donc, il peut continuer ainsi. Même les attaquants dont vous parlez, si on prend Gabriel Jesus, si on se rappelle du match de l'année dernière contre le Real, bah, il a démarré sur le côté droit, alors que c'est un pur neuf. Mais donc, au moins, tu vois, lui, au moins, il a des réflexes d'attaquant. C'est que des fois, il peut se déporter dans l'axe. Il y a des ballons qui vont traîner, il va venir, il va couper. Et tu voyais Bernardo Silva et Mahrez, des fois, se marcher dessus, quoi. Parce qu'ils ont le même profil de jeu. Alors que si c'est Gabriel Jesus, lui, il a ces réflexes-là. Même s'il est sur le côté, il peut toujours se déporter dans l'axe. Voilà, il peut piquer. C'est comme ça qu'il avait tué le Real. Parce que je ne sais pas si vous avez bien vu, mais il y avait des situations où Mahrez, il débordait sur le côté, il centrait, mais il n'y avait personne à la réception. Et je pense que s'il y avait un numéro 9, ça aurait pu être plus dangereux. C'est pour ça que je dis que il gagnerait à mettre un numéro 9 pour ce genre de ballon, en fait. Ah bah, la question peut se poser, mais je pense que Guardiola, bah, il va continuer à jouer ainsi, hein. Après, il peut changer, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il change son système. Bah, vu que, comme je l'ai dit, c'est un système qui porte ses fruits. Et je pense aussi, c'est pas quelqu'un qui cherche Guardiola, il aime les joueurs mobiles. Il aime les joueurs qui aiment se déplacer, qui aiment jouer entre les lignes. Et quand vous avez un numéro 9, en l'occurrence, Gabriel Jesus ou l'Argentin, et je pense que c'est des joueurs qui vont rester dans l'axe. Et ça peut perturber son système. Voilà, ils vont pas se déporter sur un côté ou sur un autre. Ils vont fixer la défense. Et peut-être que c'est ce que Guardiola ne veut pas. Il cherche, à mon avis, à user ses adversaires, à faire tourner le ballon et à trouver la faille, voilà, avec ses joueurs, que ce soit Foden, Mahrez ou Bernardo Silva. Et il y a aussi une particularité de cette équipe. Si vous regardez sur la ligne d'attaque, vous allez retrouver 3 gauchers. Vous avez Mahrez, vous avez Silva, vous avez Foden. Donc, voilà, c'est des joueurs qui sont capables à la fois de se déplacer, de changer de poste, voilà, d'être assez mobiles. Donc, ils peuvent causer beaucoup de soucis voilà, aux adversaires. Et comme on le dit très souvent et comme on le voit très souvent, les gauchers, quand ils sont bons, ils sont bons. Voilà. C'est vrai, ils ont des bonnes pattes. Ah oui, ils ont des bonnes pattes. Et c'est tous des joueurs qui sont capables de percer une défense, mais ils sont aussi capables de marquer à l'extérieur de la surface. Mahrez, combien de fois, en partant sur son côté, il s'est déporté pour finir par enrouler. On l'a vu aussi avec Bernardo Silva. Et même le petit Phil Foden, même si on ne l'a pas trop vu ce soir, je pense qu'il est capable de coup d'accélérateur pour mettre à mal une défense.
Donc, moi, je pense que c'est ce que Guardiola veut. C'est pour ça qu'il ne cherche pas à mettre un numéro 9 qui, à mon avis, va plus rester dans l'axe et être moins mobile. Moi, je pense qu'il cherche des footballeurs qui seront très, très mobiles, qui pourront changer de poste, qui pourront se déplacer comme il veut, avec une certaine liberté, pour causer beaucoup de soucis à leurs adversaires. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut et c'est pour ça qu'il continue avec son système. Moi, en tout cas, je suis très partagé. Je pense qu'on a perdu notre ami Tafa, sa batterie a dû lâcher encore. Ouais, il est pas là. Donc, moi, franchement, je suis pas trop convaincu parce que le fait que tu te prives souvent d'attaquants dans de grands matchs comme le PSG, ça te prive d'une présence verticale. Et tu as souvent les centraux qui sont à l'aise, en fait. Et il faut souvent se méfier des centraux quand ils sont à l'aise parce que les premiers relanceurs, c'est eux. Et quand tu vois la qualité de relance de Marquinhos, il faut faire attention. Hein. Des fois, il faut trouver. Tu sais, Neymar, on l'a placé sur le côté gauche, mais il était jamais là-bas parce qu'il c'est quelqu'un qui aime être en play. Oui, mais Moussa, Neymar, il dézone. Moussa, quand vous avez des relanceurs et que vous leur laissez la latitude de faire une relance, votre équipe peut se retrouver en difficulté. Mais avec Guardiola, vu comment il joue, bah, si on regarde ou si on revient sur la deuxième période, à aucun moment les relanceurs du PSG ont eu cette latitude de faire une bonne relance. Oui, voilà. La deuxième période, il a rectifié le tir en mettant les latéraux beaucoup plus haut et en prenant Kevin De Bruyne qui était beaucoup plus bas en fait. Mais en première période, c'est pas ce qu'on avait vu. Donc quand les latéraux ont été hauts, ça a permis à Foden d'occuper l'axe. Mais sinon, c'est problématique quand les centraux ils sont là à l'aise et qu'ils sont pas menacés du tout. Quoi. C'est vrai. Oui, mais justement, Guardiola, il va pas laisser à son adversaire de repartir à la base tranquillement. Il va les harceler. Il va les harceler. Lui, c'est comme ça qu'il joue. Vous regardez tous les matchs de City, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, l'adversaire, il est toujours acculé. On lui laisse pas le temps de faire la relance. À chaque fois qu'il laisse le temps à l'adversaire de faire sa relance comme il faut, il se retrouve en difficulté. Et voilà, je pense que vu comment il joue, bah, l'adversaire, il lui laisse pas trop le temps, au fait. Après, sur des matchs, il peut arriver que le pressing ne soit pas fait. Et ça peut arriver à toutes les équipes. Mais je pense qu'avec sa façon de jouer, bah, l'adversaire, il est tout le temps acculé. Il est tout le temps mis sous pression. D'accord. Bah, on va essayer de parler des flops de ce match. On va commencer malheureusement par Gana Gueye. Il était en train de faire un très bon match au début, avant son carton rouge. Comment jugez-vous la prestation de Gana Gueye? Bah, sa prestation est à l'image de l'équipe. Hein. C'est-à-dire 45 bonnes premières minutes où il était présent au milieu de terrain. Il accompagnait en fait son équipe dans le camp de City en harcelant sans cesse le milieu de terrain de City. Il récupérait des ballons. Il était au taquet sur les joueurs. Et après, il a sombré physiquement comme son équipe. Hein. Son match à l'image de l'équipe. Et puis, il a commencé à s'énerver. Il semblait fatigué et puis il a craqué. Hein. Il a craqué. Voilà, moi, comment je vois le match de Gana Gueye. Bah, je suis du même avis. Bah, c'est à l'image de l'équipe du PSG. Ils ont tous fait une bonne première période. Mais en deuxième période, ils ont tous reculé. Et Gana, bah, voilà, c'est quelqu'un qui sort tout le temps sur son adversaire, qui est là au marquage. Mais je pense que la faute qu'il a commise, bah, il s'est complètement trouvé. Je pense qu'il a manqué de lucidité. Bah, je sais pas si c'est dû à la fatigue ou si c'est dû à de la maladresse de sa part. Mais je pense que c'était une faute inutile, d'autant plus que l'adversaire était dos au but. À mon avis, il n'y avait pas à aller chercher l'adversaire avec une telle agressivité. Il fallait juste faire un pressing comme il le faisait durant tout le match. Mais là, sur ce coup, il s'est complètement raté. Et je pense que le tacle qu'il met à Gundogan, bah, c'est un tacle non maîtrisé et ça a fini par lui faire. Ça a fini sur ce carton rouge qu'on a vu.
Donc, je reviens sur mon analyse de départ, à savoir que, voilà, à force d'être acculé, à force d'être mis sous pression, bah, ils finissent, voilà, par perdre le repère, ils finissent par, Ils vont voilà, craquer mentalement. par, voilà, par s'user, et à la finale, voilà, vous commettez des fautes que, en temps normal, vous commettez pas. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui a fait que, voilà, on peut qualifier son match de match raté. Et bah, c'est dommage pour lui, quoi. C'est dommage pour lui. Voilà. Bah, il sera pas là au match retour. On était en train de parler de la prestation de Gana Gueye qui avait sorti un match héroïque face au Bayern, qui a fait une très bonne période, mais malheureusement, il a écopé de son deuxième carton rouge dans la compétition. Je pense qu'en dehors d'Arbeola, on n'avait jamais vu ça dans la compétition de la Ligue des Champions. Donc, on aimerait avoir ton avis sur la prestation de Idrissa Gana Gueye. Bah, je pense que un peu de charge. Je pense que ça peut tenir une vingtaine de minutes. C'est compliqué. Franchement, ça, il faut qu'on se fasse violence et chercher un autre téléphone. Bon, sa prestation a été plutôt, disons, à l'image de l'équipe en difficulté parce que la première période, il a clairement participé à permettre au PSG de jouer plutôt haut. Et la seconde période, c'est... Désolé. Et donc, en seconde période, j'espère que ça va plus couper. Et en seconde période, c'est clair que le travail de Gana Gueye vraiment s'est réduit à essayer d'intercepter les passes entre le milieu de terrain et l'attaque. Bon, pour le carton rouge, je trouve que c'est plus malencontreux, quoi. C'est vraiment une grosse maladresse de sa part. Peut-être aussi qu'il était émoussé un peu par rapport à ce qu'on disait. Peut-être. Maintenant, les analyses peuvent tellement changer. C'est pour cela que la dernière fois, lorsque tout le monde s'enflammait pour lui après le match du Bayern, bon, il n'y a pas que nous. Hein. J'ai vu dans l'équipe, tout le monde se disait, bon, on a retrouvé le vrai Gana Gueye. Je me suis dit, bon, le football, c'est tellement versatile. Ça va vite. Ça va très vite. Et aujourd'hui, il y a des chances que quand on lit les médias français, on va le prendre tel la tête de Turc. En fait, il est parfait pour être la tête de Turc en fait, de cette déroute en seconde période du PSG, alors qu'on sait très bien que c'est parti vraiment d'un manque de pressing de l'attaque parisienne. Ils ont complètement subi. Donc, ça retombe sur les milieux de terrain. Ça aurait pu être Paredes à la place de Gana sur... Tout à fait, tout à fait. Exactement. C'est pas pour rien qu'il l'a sorti juste derrière. En gros, bon, Gana, je pense que c'est peut-être son dernier match de la saison en Ligue des Champions, hein, parce que si Paris se fait éliminer, il ne jouera pas. Si Paris passe même en finale, je pense qu'il va écoper de 2 matchs parce que son geste n'est vraiment pas maîtrisé et il prendra minimum 2 matchs. Bon, on va parler de 2 autres joueurs qui sont les têtes d'affiche du PSG. Que les gens croient que c'est Idrissa Gana Gueye la tête de Turc, mais il y a aussi Mbappé. Il a tenté aucun tir dans ce match. Ça ne lui est jamais arrivé en Ligue des Champions. Et tu as aussi Neymar qui n'a pas été... On l'a pas du tout vu. Même si le PSG a fait 45 bonnes premières périodes, pour moi, Neymar n'en faisait pas partie. Ouais, Neymar, bon, je vais commencer par Neymar. Neymar, déjà, il a joué à gauche, si je me rappelle bien. Il a mis à gauche. On a vu cette saison que les bonnes prestations de Neymar, c'est quand il jouait dans l'axe. Quand il jouait en tant que numéro 10. Donc, je pense que déjà, ça a fait défaut le fait que Neymar joue à gauche. Après, et pour expliquer sa mauvaise prestation, je pense que c'est peut-être mental ou physique, mais il n'était pas au niveau, quoi. Et je vois pas pourquoi il a pas fait un bon match. Hein. Je vois pas. Neymar, je vois pas. Après, Mbappé, de son côté, on sait que c'est un joueur c'est un avaleur d'espace. Donc lui,
on voit son potentiel quand il peut avoir de l'espace. En première mi-temps, le PSG a certes contrôlé la balle, mais lui, c'est un joueur plus de contre-attaque que d'attaque placée. Ça veut dire que quand il a pas d'espace, on peut le voir que très peu à son avantage. Et c'est ça qui a fait que ce que je pense, hein, c'est ça qui a fait que on l'a pas trop vu aujourd'hui. Il a eu 1 ou 2 coups d'éclat dans le match, mais ça a été insuffisant pour moi, pour un joueur de ce niveau en tout cas. Okay. Bah, moi, je pense que Neymar, on l'a beaucoup plus vu en première période, ce qui est logique, vu le match que le PSG a livré. Et par rapport au système de jeu, bah, d'habitude, le PSG, il joue en 4-2-3-1. Mais là, on les a vus jouer en 4-4-2 avec Mbappé et Neymar sur le front de l'attaque. Après, je ne sais pas si c'est un système qui peut correspondre à Neymar. Moi, parce que je pense que c'est plus lui qui dézonnait, en fait. Parce que lui, c'est un joueur qui aime toucher le ballon. C'est quelqu'un, voilà. Même s'il a de l'espace, voilà, il préfère jouer avec des partenaires qui sont proches de lui, des partenaires sur lesquels il peut s'appuyer, voilà. Mais je pense que en première période, on l'a plus vu parce qu'il rentrait beaucoup plus dans le milieu de terrain. C'est ce qui fait que voilà, on arrivait à le toucher. Et à partir de là, il pouvait créer des décalages pour les latéraux ou même pour Mbappé quand il faisait un appel. Donc moi, je pense qu'en première période, il était quand même un peu présent. C'est ce qui a en grande partie expliqué la bonne première période du PSG. Et contrairement à Mbappé, je ne sais pas trop comment expliquer son match, mais je pense qu'il est complètement passé à côté. Il a complètement loupé son match. Sur tout le match, on l'a vu dangereux que sur pratiquement une action en seconde période. Mais pratiquement sur l'ensemble du match, je pense qu'il était transparent. On l'a pas trop vu. Est-ce que c'est dû, au fait que le PSG n'a pas su avoir le ballon en seconde période? Est-ce que c'est dû au fait aussi que physiquement, il avait du mal avec Ruben Dias parce que pratiquement, il a perdu tous ses duels. À chaque fois, il se faisait manger par Diaz. Peut-être qu'après, ça l'a diminué. Et aussi, on peut évoquer la petite blessure ou la petite gêne qu'il a eue récemment. Est-ce que ça a joué ou pas? Bon, même si c'est un argument qui, à mon avis, ne tiendrait pas beaucoup. Mais sur l'ensemble du match, je pense qu'il a été transparent. On n'a pas réussi à le toucher, que ce soit en profondeur. Et Mbappé, je pense que s'il court pas comme il faut, il aura du mal à s'exprimer comme il faut. Ça va. Juste avant que je prononce sur la question, est-ce que Mauricio Pochettino n'aurait pas dû sortir Mbappé plus tôt et de lancer un attaquant comme Moise Kean qui a un autre profil ou même l'Argentin Icardi. Mauro Icardi. Non. Je pense que Mbappé reste dangereux à tout moment. Par contre, sortir Neymar, oui. Franchement, en seconde période, quand j'ai vu, en fait, il était inutile en seconde période. Il aurait mieux fallu le sortir et densifier le milieu de terrain avec un Ander Herrera qui, même malgré son activité, parvient également à donner de très bons ballons. On l'a vu, je pense, ce week-end. C'était lui à la passe pour Mbappé face au FC Metz. Il a une longueur de balle. Paredes est aussi capable de ça. Et en plus de ça, c'est des travailleurs. Et le surnom dont on parlait avec les réajustements tactiques qui ont fait rentrer Phil Foden et les consignes de Guardiola pour redemander à Kevin De Bruyne de rejoindre le milieu de terrain et qu'on ne voyait quasiment pas d'attaquants se coller à Marquinhos et Kimpembe. Peut-être aurait dû pousser Pochettino à montrer que quand même il a du coaching pendant les matchs et que Neymar et Mbappé ne sont pas intouchables. Si le match demande qu'il sorte un des deux, qu'il le fasse, parce que l'intérêt du PSG devrait primer sur les égos des uns et des autres. Par contre, là, on a vraiment vu qu'il a manqué de poigne. Ou alors, c'est qu'il est incompétent. Parce que
entre les deux, c'est une fine, disons, fine frontière. Hein. Voilà, donc, je ne pense pas qu'il soit incompétent. Par contre, je pense qu'il manque de poigne. Il faut dire que c'est un entraîneur qui a entraîné quoi? L'Espagnol de Barcelone, Southampton, Tottenham. Il n'a jamais entraîné des joueurs qui sont considérés comme des futurs ballons d'or. Hein. Bon, même si Harry Kane, c'est du très haut niveau, mais dans l'état d'esprit, Harry Kane, même s'il était ballon d'or, il serait toujours aussi facile à gérer. Parce que tout simplement, il est très volontaire. Bon, les Anglais, d'habitude, ça ne pose pas de problème pour les coachs. Par contre, là, je pense qu'il aurait dû sortir Neymar, qui ne servait à rien en seconde période. On l'a vu, c'était presque du jeu de quartier qu'il faisait. Et de fixation, il pouvait passer Gundogan, Rodri, récupérer la balle derrière. Plus dans les individualités, des tentatives de fulgurance face à un bloc de Man City qui a retrouvé certaines vertus, en tout cas défensives, parce que Man City, entre janvier et mars, c'était une équipe injouable défensivement. Donc, je pense que là, par contre, Mbappé, non. Je pense qu'il pouvait quand même mettre Moïse Kean à la place d'Angel Di Maria, parce que Moïse Kean, en plus de pouvoir être dangereux offensivement, il ne rechigne pas non plus aux tâches défensives. Donc, pour cela, je suis d'accord. Par contre, Mbappé, le sortir alors qu'il a du jus, c'est juste qu'il n'a pas été mis en valeur par le jeu proposé par le PSG. Mais je pense que c'est plutôt Neymar qui l'aurait dû sortir. J'espère qu'il va s'en mordre les doigts de se dire « j'ai pas été dans le coaching ». Que c'était la dernière fois en fait qu'il subissait vraiment le match. Bah après, ta face, c'est dur de sortir Neymar. S'il te plaît. Ouais, c'est l'architecte qui dit Mbappé reste le danger numéro 1 et Neymar, là, le coach ne peut pas le sortir. Moi, en fait, je dis ça parce que le dernier match de Ligue 1, Mbappé, il est sorti en boitant. Parce qu'il avait fait, je pense il a pris une béquille face au FCMS. Donc, est-ce que physiquement, il n'était pas diminué? Est-ce que le coach n'aurait pas dû le sortir? Parce que les joueurs, même s'ils sont blessés, des fois, ils te disent rien. Ils sont capables de continuer comme ça. Ah, parce qu'il veut jouer. Le coach, il aurait peut-être dû se rendre que physiquement, qu'il n'est pas au point. Pourquoi pas ne pas le sortir, même si c'est le danger numéro 1? Moi, je pense qu'au lieu de le sortir, c'est plutôt faire en sorte de le mettre dans de bonnes dispositions, en fait. C'est ça, en fait. Parce que le problème de Mbappé, c'est que quand il n'y a pas d'espace, Mbappé, il n'existe pas. Et ça, c'est un problème. Pourtant, l'espace ne manquait pas dans ce match-là où Man City est mené dès la 15e minute. On est d'accord. Donc, Man City ne s'est vraiment pas recroquevillé. C'est plus parce que le PSG... Mais ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace à Mbappé. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace à Mbappé dans le match. L'espace aussi, c'est l'équipe adverse qui le crée, en fait. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que Man City vous dise voilà, on est mené 1-0, on va complètement se découvrir. Mbappé, tu peux prendre l'espace. Non, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment eu de déplacement collectivement parlant du PSG. C'est plus parce qu'on était en mode gestion. On s'est dit, avec Mbappé, on peut mettre n'importe quel ballon. Tu te souviens des grands ballons que Lampard mettait pour Didier Drogba là? C'était pas vraiment des ballons de génie. Hein? Il suffit juste que ça passe derrière le défenseur central pour que, pour que Mbappé puisse vraiment prendre de vitesse John Stones et c'est juste ça en fait. Le PSG n'a vraiment rien proposé en seconde période, même si on le dit. C'est peut-être dû au fait qu'ils ont pioché physiquement ou alors dû au fait que Man City était venu avec d'autres intentions. C'est un peu des deux. Pour moi, c'est un peu des deux. C'est Man City qui est venu avec des intentions beaucoup plus offensives parce que ils ont cadré carrément le terrain du PSG et aussi une fatigue physique du PSG parce qu'ils ont une grosse débourse d'énergie en première période. Non, il a raison aussi, César Quinte. C'est parce que c'est Pochettino qui disait ça en conférence de presse. C'est Kylian qui dit si ça va ou pas. C'est à lui de décider. Ouais, Tafa, tu m'as marché sur la langue. Parce que moi, c'est ce que j'avais envie de dire, en fait. Parce que je pense que quand on parle du PSG, voilà, on pense tout de suite à Neymar et à Mbappé. Et quand vous avez des stars de cette dimension, je pense que c'est elles qui décident, en fait, si elles vont continuer à rester sur le terrain ou si elles vont sortir. Et je pense qu'on l'a vu avec Thomas Tuchel. À chaque fois qu'il sortait Mbappé et on voyait la réaction que Mbappé avait. Effectivement. Et
voilà, c'est aussi une position qui peut déstabiliser ou qui peut mettre en difficulté l'entraîneur s'attaquer à des stars de cette dimension. Ouais. Et aussi, quoi qu'on puisse dire, bon, certainement le coach s'est dit qu'avec Mbappé et Neymar, bon, ils sont capables d'un coup de génie, ils sont capables, voilà, sur une accélération, de créer le danger ou sur un coup de pied arrêté, de faire voilà, de placer le ballon là où il faut. Donc, je pense qu'il a plus joué sur ça en se disant que, voilà, vu que c'est des joueurs qui sont extraordinaires, qui sont au-dessus du lot, à tout moment, ils peuvent créer le danger et à tout moment, ils peuvent te sortir d'un truc venu d'ailleurs, en fait. Et je pense que pour sortir des joueurs comme Mbappé et voire Neymar, c'est pas avec des coachs comme Pochettino, voilà, qu'on va voir ça, en fait. Je pense qu'il faut des Guardiola, qu'il faut des Mourinho, voilà, des joueurs qui ont un niveau beaucoup plus surdimensionné que ces deux joueurs. Mais tous les coachs qui se sont aventurés à se frotter avec ces deux joueurs, je pense qu'ils voilà, qui se sont tirés une balle dans le pied, quoi. Donc, à mon avis, il s'est dit que voilà, avec Mbappé, Neymar, bon, à tout moment, ils peuvent sortir un truc et pourquoi pas mettre un but, quoi. Donc, je pense que c'est très compliqué, c'est très difficile. Peut-être que si t'étais le coach du PSG, tu l'aurais fait. Je pense que j'aurais installé déjà un climat pour dire à Neymar et Mbappé, par exemple, qu'il se pourrait qu'il arrive que je les sorte. En fait, tu les mets carrément sur un piédestal. Tu leur expliques que peut-être qu'un jour, je serai obligé de te sortir dans un match où on est mené, par exemple. Mais que c'est clairement pas remettre en question le leadership que je pourrais avoir pour toi. C'est vraiment un dialogue. Ça, je pense que Zidane aussi, il parviendrait parce que son sens du management est beaucoup plus élevé que celui d'un Pochettino. Et pour les deux autres entraîneurs que tu as cités, tu as parfaitement raison. Il s'agit de deux entraîneurs qui ont un ego clairement surdimensionné, qui sont aussi des stars, à la limite plus des stars que ces joueurs-là. Mais vraiment, bon, je ne suis pas à la place de Pochettino et c'est plus simple pour moi de dire qu'il a manqué le point. Mais c'est clair que, personnellement, je trouve que Neymar ne servait plus à rien pour le PSG en seconde période, en fait. Non, mais il était complètement même fatigué. On le voyait dans ses déplacements, il était complètement lessivé. Même à chaque fois qu'il avait le ballon, voilà, il n'arrivait pas à accélérer. Voilà, il attendait que ses adversaires lui mettent un tacle ou voilà, tombe sur lui. Voilà, il cherchait à chaque fois la faute. Il avait plus les jambes, à mon avis, pour aller vers l'avant. C'est une donnée à prendre. Ils sont en renégociation. C'est clair qu'aucun des deux n'est prolongé. Et le pire pour le PSG, n'en déplaise à Pape Amar, c'est qu'il pourrait vraiment se retrouver avec une saison complètement vierge, avec une demi-finale à la mousson. Et potentiellement, s'il passe même face à Montpellier, Monaco en finale de Coupe de France, ils sont derrière un Lille qui ne lâche rien, qui a gagné au Parc, qui va gagner au Parc OL, qui est parti pour être champion de France. Et ils sont à 2 doigts de se faire sortir par Man City. Donc la prolongation vraiment semble de plus en plus utopique. Bon, comment voyez-vous le match retour à l'Etihad Stadium? Bah, moi, déjà, je suis convaincu d'une chose, c'est que le PSG va attaquer parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils sont en ballottage défavorable. Ils perdent de 1. Ils vont essayer d'attaquer. Ils ont les armes pour marquer, pour aller gagner à l'Etihad. Parce que cette année, ils ont gagné un peu partout dans les plus grands stades d'Europe. Ils peuvent gagner à l'Etihad. Mais maintenant, je pense que Manchester City, eux aussi, ils vont pas, comment dire, c'est pas une équipe qui est attentiste. C'est-à-dire que eux, ils vont pas se dire que on a un ballottage favorable, on va attendre le PSG. Je pense que eux aussi, ils vont jouer. Donc, je pense que vraiment, dans ce match-là, si Manchester City arrive à marquer le premier but avant le PSG, c'est cuit. Ça sera cuit pour le PSG. Maintenant, si PSG arrive à marquer avant Manchester City le premier but, ça va être un tout autre match. C'est comme ça que je vois le match retour. Mr. King.
Bah, je pense que c'est pas encore fini. Étant donné que le PSG est une équipe qui est, disons, entre guillemets, très à l'aise à l'extérieur, ils vont jouer leur va-tout sur ce match en espérant peut-être voilà, un faux pas de City. Mais si, à mon avis, City joue à son vrai niveau, le PSG n'a aucune chance de passer voilà, devant City. Mais ça reste ouvert. Voilà, c'est le score voilà, permet voilà, d'avoir un petit espoir que le PSG va certainement essayer de saisir jusqu'au bout. Mais je pense que City est supérieur à ce PSG. Ils l'ont démontré en seconde période. Et que si eux, ils continuent de jouer à leur niveau, moi, je vois pas le PSG passer devant City. Mais bon, c'est le football, hein, c'est pas une science exacte. Voilà. On peut, on sait pas ce qui peut se passer d'ici la semaine prochaine. C'est sûr. Mais voilà, si les deux équipes voilà, gardent leur force intacte, bah, moi, je vois City passer devant le PSG. Voilà. Même si c'est pas ce que je préfère en tant que supporter de United. En même temps, entre une victoire de City, une qualification de City et le tapage sonore qui va t'attendre avec une qualification du PSG, le choix est cornélien. Moi, perso, je vais vous surprendre, mais je vois que je suis parfaitement d'accord avec Kane pour dire que ce match est clairement loin d'être fini. Cette qualification est clairement toujours en question. Parce que tout simplement, je trouve que le PSG a enfin une posture qui lui conviendrait. Parce que Paris n'est pas bon dans la gestion. Un bon score à l'aller leur aurait fait vraiment aller être dans une gestion qu'ils ne maîtrisent pas, qui s'est passé certes face au Bayern, mais on sait quel Bayern. C'était un Bayern sans Lewandowski, sans Leon Goretzka. Et puis c'était face à une équipe du Barça qui a explosé à l'aller déjà, et c'est pas vraiment le grand Barça, qu'on se le dise. Et donc cette posture-ci, ça va être vraiment une posture volontariste. Et on va vraiment voir si Neymar peut se mettre au niveau qu'on l'attend, parce qu'on parle quand même de 402 millions d'investissements, hein, juste en transfert. On ne parle même pas de ce qu'il coûte en salaire. Enfin qu'il nous pondent vraiment le match auquel on s'attend, c'est-à-dire un Neymar qui prend ses responsabilités, qui ne se perde pas dans des dribbles inutiles, qui soit vraiment disons, accélérer plus le jeu, même si Elzo l'a parfaitement résumé, le fait que Neymar, c'est plus un joueur qui excelle dans le jeu de transition rapide, pas dans les attaques placées. Ça, il ralentit beaucoup plus le jeu qu'autre chose, mais il est intelligent. Il est très intelligent, et je pense que l'intelligence dans le football, ça peut permettre à n'importe quel joueur de s'adapter à des situations, parce que Paris, je pense, va beaucoup avoir le ballon. Man City n'offrira pas d'espace de contre-attaque au PSG, alors qu'ils ont gagné au match aller. Donc c'est vraiment au PSG d'être inventif, d'être volontariste et d'offrir des courses, des solutions, beaucoup de mouvements. Sans ça, il n'y a aucune chance pour qu'ils prennent à défaut une équipe qui a tellement de certitudes défensives. Je le disais, entre janvier et mars, Man City alignait les clean sheets. Je pense que Ederson Moraes était resté, je pense, des centaines d'heures sans encaisser des centaines de minutes plutôt, sans encaisser le moindre but en première ligue, ou je pense en toute compétition confondue. Man City est en train de retrouver ces vertus-là, même s'ils ont encaissé un but face au Borussia Dortmund, ils ont encaissé aujourd'hui, ce soir, face au PSG, mais ils n'encaissent plus beaucoup de buts. Et Paris a besoin de marquer minimum 2 buts. Et ça, César Pinte le soulignait tout à l'heure. Dominique est arrivé un peu en retard. J'espère que tu pourras parvenir à le convaincre de nous rejoindre un jour au niveau de live. Bon, là même, je te pense que quand même tu es venu un peu en retard. Parce qu'on est dans la fin de l'émission. On va sur le téléphone de ta femme là, encore une fois.
Donc, le Pékin, je te remercie d'être venu, d'avoir participé C'est moi. Ouais. Et on espère te revoir quand même une prochaine fois. Donc, je vais arrêter de prendre Non, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Bon, après, comme je te l'avais expliqué, moi, avec le Ramadan, je suis pas très souvent chez moi. Bon, on m'invite de partout, donc je suis obligé d'y aller. C'est ce qui fait que j'ai pas trop le temps le soir. En tout cas, au plaisir, franchement, bien fait à toi. Tu as eu de bonnes analyses aujourd'hui et franchement, bien. Merci. Merci. Avec plaisir, je reviendrai. Pas de souci. Ça a été un plaisir. C'est un ancien, comment dirais-je, on était ensemble à l'université Gaston Berger, ensemble. Okay. Bon, on était dans le même village, disons, et après on est venu la même année ici en France. D'accord. Ouais, on a pratiquement cheminé ensemble. Bon, en fait, il a pas tout dit, en fait. C'était un de mes fervents fans. Donc, il était fan de mon football, fan de mon jeu. Non, ça c'est vrai. Et malheureusement, j'ai pas signé professionnel parce que j'ai été à l'université, comme je l'ai toujours dit. Non, mais ça, c'était un très bon joueur. Honnêtement, je sais que moi, je sais pas que je suis fan d'un joueur. Mais lui, franchement, il était bon. Voilà, même si tu la racontes, c'était un bon joueur. Et moi, j'aime bien les bons joueurs. Je vais te dédicacer un de mes maillots, Moussa. Ça va pas tarder. Non, mais t'inquiète, avec plaisir. Sans souci, quoi. Bon, papa, merci d'avoir été là. Hein. Pardon? Maintenant, il n'entend plus, quoi. Non, je dis merci d'avoir été avec nous. Non, mais Elzo, pourquoi tu ne dis pas la vérité? On ne l'entend pas suffisamment, n'est-ce pas? Ou c'est juste moi? Vous ne m'entendez pas? Non, moi, je l'entends, je l'ai entendu. Non, c'est toi qui as un problème. Non, mais Moussa, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une cagnotte pour ta femme, pour lui trouver une bonne batterie ou un très bon téléphone. Une cagnotte. Ça, il y a un téléphone là. Ça, c'est le téléphone. Il n'y a aucun des téléphones qui marche. Bon. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. Franchement, on remercie beaucoup Keïn Mamad parce qu'il nous a vraiment challengé par ses analyses. Il a vu un match avec vraiment l'œil. Ah, il bug. Ouais, d'accord. Ça, je lui dis au revoir, quoi. Bon, j'attends la cagnotte en fait pour terminer mes remerciements. Je dis que j'attends on va la mettre en place. Ah, le plus rapidement sera le mieux, surtout pour que je puisse terminer mes remerciements. Vraiment, ça a été un plaisir de partager on va dire ce live avec toi. Je pense que les internautes aussi ont apprécié et vraiment hâte de te retrouver pour un autre match où j'aurais du répondant, quoi, parce que là, je me suis senti vraiment battu. Non. Entre Mancuniens, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la solidarité Mancunienne, là. Voilà, c'est ça le principal. Je pense que le plaisir, il est partagé. C'est important d'avoir des débats contradictoires. Voilà, juste pour montrer aux gens qu'on n'est pas là entre bandes de potes qui sont d'accord avec tout et n'importe quoi. Non, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec son collègue, il lui dit carrément, quoi. C'est ça la richesse d'un live, c'est qu'on peut partager nos idées et dire ce qu'on pense réellement, quoi. C'est ce qu'il faut. Absolument. Tout à fait. La cagnotte, quand même, je l'attends. Je laisse à l'initiative de Kane. D'accord. Je m'en occupe. Parfait. Il y a quelqu'un qui a disparu, hein. Dès qu'on a parlé de cagnotte, là, il a disparu, là. C'est Lamine, lui, on s'adresse à lui. Dès qu'on a parlé de cagnotte, là, il s'explique. Lamine, c'est un prêt de sous. Il est très près de ses sous. Ouais. Bon, les gars, franchement, merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous vendredi. À moins que vous veuillez faire un live, vous, les Mancuniens, demain, après le match de Manchester. Peut-être après la qualification jeudi prochain. Demain, c'est... Ouais, vendredi, on se donne rendez-vous vendredi.
vendredi. Ouais, on va recevoir Alioune Badara Gueye, joueur de NGB, ouais, ex-U20, U23. Donc, il sera là avec nous vendredi prochain. Donc, vous pouvez, si vous le connaissez, vous pouvez préparer vos questions. Et, on fera le plaisir de le lui poser. Et j'en profite pour faire l'annonce. On recevra dimanche aussi Bassirou Sakho, qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'il est OK pour dimanche, qui est agent de joueur en Angleterre. Et puis, on va vraiment parler d'une thématique qui intéresse beaucoup de nos suiveurs, de nos abonnés, d'ailleurs, qui sont là. Donc, c'était juste pour en profiter, Moussa, pour te confirmer. D'accord. Ok, ça marche. Restez branchés à Navarre, à la page Navarre. Restez branchés, on est là, on vous propose des briefings. Comme le disait un ami qui me le reprochait souvent, parce qu'on n'a pas l'habitude souvent d'exhorter les gens à s'abonner ou à demander à leur poste de s'abonner. C'est un reproche qu'on fait souvent. Donc, si vous pouvez simplement vous abonner et inviter vos amis à s'abonner, ça nous fera vraiment plaisir, quoi. Ouais. Donc, les gars, on se dit bonne soirée à tous. Merci Ken encore d'avoir été là. C'est moi. Merci les gars. Ça va arriver, pas de souci. Je t'avais un colis. Allez, ciao les gars, bonne soirée. Ciao, bonne soirée, à vendredi. Bonne soirée à tout le monde.